Dans la nuit du 10 juin 1944, tandis que les braises d'Oradour-sur-Glane continuaient de consumer ce qui, quelques heures auparavant, avait été une église, une grange, une rue commerçante et 642 vies, les camions de la 2e division Panzer SS Das Reich étaient déjà en route. Il n'y eut aucune pause, aucun moment de contemplation sur ce qu'ils venaient de faire. Il y avait une guerre à mener, un front en Normandie à renforcer, et un calendrier militaire qui n'attendait personne, pas même les responsables du plus grand massacre de civils jamais commis sur le sol français. La question que presque personne ne se pose, celle qui reste ensevelie sous le poids symbolique d'Oradour, est ce qu'il advint ensuite de cette division. Quels combats elle livra, quels officiers survécurent, qui paya pour ce qui s'était produit et qui, tout simplement, ne paya rien. Car c'est là, dans ce vide, que se cache l'une des histoires les plus dérangeantes et les moins racontées de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Celle d'une unité qui massacra un village entier un mardi et dont, à peine quelques mois plus tard, certains commandants jouissaient de salaires généreux, de maisons confortables et de funérailles très fréquentées, tandis que les ruines d'Oradour demeuraient intactes comme une cicatrice que la France refusa de refermer. C'est une histoire qui combine deux éléments qui coexistent rarement dans le même récit historique. D'un côté, un itinéraire militaire parfaitement documenté, avec des dates, des cartes et des chiffres de pertes qui peut être reconstitué presque jour après jour à partir des archives des deux camps. De l'autre, un vide judiciaire et moral rempli de zones grises, de questions sans réponse définitive et de décisions politiques qui privilégièrent la réconciliation interne de la France au détriment d'une justice pleine pour les victimes. Ce contraste entre la précision des faits militaires et l'ambiguïté de leurs conséquences juridiques est le fil conducteur de tout ce qui suit. La nuit après le feu. Pour comprendre ce qui suivit, il faut fixer un point de départ. Das Reich n'arriva pas à Oradour par hasard. Elle avait passé 2 ans à combattre sur le front de l'Est, participant à des opérations antipartisanes qui avaient déjà laissé derrière elle des dizaines de milliers de civils soviétiques morts et des villages entiers réduits en cendres. Au début de 1944, elle fut envoyée se reposer et se rééquiper dans le sud de la France, près de Montauban, sous le commandement d'un ingénieur de formation devenu général de la Waffen-SS. Heinz Lammerding. Das Reich n'était pas une division quelconque au sein de l'appareil militaire allemand. Elle faisait partie de la Waffen-SS, le bras armé d'une organisation qui combinait des fonctions militaires, policières et idéologiques, et qui, depuis 1943, complétait ses rangs, non seulement avec des volontaires convaincus, mais aussi avec des recrues forcées provenant de territoires occupés ou annexés. Son noyau d'officiers et de sous-officiers était cependant composé de vétérans aguerris sur le front de l'Est, des hommes qui avaient intériorisé durant la campagne contre l'Union soviétique une doctrine de guerre antipartisane qui ne distinguait pas, dans la pratique, entre combattants armés et population civile. Lorsque les Alliés débarquèrent en Normandie le 6 juin 1944, la division reçut l'ordre de se déplacer vers le nord pour renforcer le front. En chemin, une tâche de répression lui fut également confiée, écraser tout foyer de résistance sur son passage. Le maréchal Gerd von Rundstedt, commandant en chef allemand à l'ouest, avait ordonné 2 jours auparavant d'écraser la résistance avec une extrême sévérité et sans aucune forme d'indulgence. Le 9 juin, dans la ville de Tulle, la division pendit publiquement 99 hommes en représailles à une attaque de la résistance qui avait brièvement libéré la localité. 149 autres hommes furent déportés en Allemagne et beaucoup d'entre eux moururent plus tard dans le camp de concentration de Dachau. Le lendemain, à Oradour-sur-Glane, un bataillon sous le commandement du commandant Adolphe Diekmann poussa cette logique de châtiment collectif à un extrême sans précédent en France. La version officielle parla d'une opération contre la résistance. La réalité fut l'assassinat systématique d'une population qui, selon le consensus actuel des historiens, n'avait aucun lien avéré avec un quelconque groupe armé. Des hommes fusillés dans des granges et des hangars, des femmes et des enfants enfermés dans l'église du village et tués par une charge explosive suivie de tirs contre ceux qui tentaient de s'échapper par les portes et les fenêtres. Telle fut l'origine. Ce qui suit est l'itinéraire ultérieur.
un parcours qui conduisit la division des champs ensanglantés de Normandie aux steppes glacées de Hongrie, puis de là à un tribunal de Bordeaux où la justice se révéla incomplète, sélective et pour beaucoup à Limoges, profondément insuffisante. Il convient de s'arrêter un instant sur ce que la division traînait déjà derrière elle, avant juin 1944, car cela réfute toute lecture d'Oradour comme un épisode isolé ou accidentel. Formée à l'origine en 1939 comme une unité de la SS Verfügungstruppe, la future Das Reich participa à la campagne de France de 1940 avant d'être déployée dans les Balkans en avril 1941 lors de l'invasion allemande de la Yougoslavie. Déjà à cette époque, dans la région d'Alibunar, dans l'actuelle Serbie, des membres de la division furent responsables de la mort d'environ 200 personnes, parmi des civils et des prisonniers de guerre yougoslaves, un épisode qui n'occupe guère plus qu'une note de bas de page dans l'historiographie générale de l'unité, mais qui préfigure avec précision le schéma de conduite qui se répéterait ensuite sur le front de l'Est et, finalement, en France. Ce fut précisément en Union soviétique que ce schéma se consolida en tant que doctrine opérationnelle. Entre 1941 et 1944, la division combattit lors de la bataille de Smolensk, dans l'avancée vers Moscou pendant l'opération Typhon à Kharkov et lors de la bataille de Koursk, subissant au cours de ce processus des pertes dévastatrices. Durant la bataille de Moscou, elle avait déjà perdu 60% de sa capacité de combat et le régiment d'Heerführer lui-même, celui-là même qui ravagerait Oradour des années plus tard, fut réduit à seulement 35 hommes sur les 2000 avec lesquels il avait commencé la campagne. En janvier 1943, la division fut temporairement retirée de France, où elle se trouvait en cours de réorganisation et renvoyée sur le front de l'Est pour participer au combat autour de Kharkov, où elle affronta des unités aussi aguerries que le premier corps de cavalerie de la garde soviétique. Cette même année, intégrée au 2e corps blindé de la SS aux côtés de 2 autres divisions d'élite, elle participa à la bataille de Koursk, le plus grand affrontement de blindés de toute la guerre, combattant dans le secteur sud du saillant lors de la bataille de Prokhorovka avant que l'offensive allemande ne soit arrêtée, pour la première fois dans l'histoire du conflit, avant d'avoir pu pénétrer en profondeur les défenses ennemies, cédant définitivement l'initiative stratégique à l'armée rouge. Ce fut dans ce contexte d'usure extrême et de guerre antipartisane sans quartier que des officiers comme Lammerding perfectionnèrent un manuel de représailles qui considérait la destruction de villages entiers comme une réponse proportionnée à toute activité de guérilla réelle ou soupçonnée. Lorsque cette même division arriva dans le sud de la France en janvier 1944 pour se reposer et se rééquiper, elle n'arriva pas comme une unité militaire conventionnelle exposée pour la première fois à la violence, mais comme une machine déjà entraînée pendant des années à la logique du châtiment collectif contre les civils. Das Reich avait pour instruction d'arriver rapidement en Normandie. Au contraire, elle mit près de 3 semaines à parcourir un trajet qui, dans des conditions normales, s'effectuait en quelques jours. La résistance française, coordonnée en partie par des agents du Special Operations Executive britannique, avait reçu des ordres explicites visant à retarder l'avancée de la division à n'importe quel prix. Dans la nuit du 7 au 8 juin, une petite équipe d'agents alliés fut parachutée au-dessus du Limousin avec pour mission de coordonner et de renforcer la capacité de sacrifice des quelques 20 000 combattants du maquis local, divisés entre groupes gaullistes et communistes, qui harcelaient déjà les communications allemandes avant le débarquement. Le sabotage fonctionna de manière décisive. Le 11 juin, des bombardiers britanniques guidés par un escadron du Special Air Service dans le cadre de l'opération Bull Basket détruisirent à Châtellerault plusieurs wagons chargés de carburant dont la division avait un besoin urgent. Les chars Panthère, qui devaient voyager par chemin de fer depuis Montauban, n'arrivèrent jamais à destination parce que la résistance avait fait sauter les voies. Près de 60% des chars et 30% des semi-chenillés de la division furent mis hors de combat avant même d'entrer dans la bataille qu'ils étaient de supposer décider. Plusieurs de ces véhicules endommagés furent simplement abandonnés entre Montauban et Tulle. Les attaques aériennes alliées s'ajoutèrent au harcèlement terrestre. Après avoir franchi la Loire le 13 juin, la colonne fut exposée à des bombardements constants pendant la journée, ce qui obligea les Allemands à se déplacer presque exclusivement de nuit,
progressant à un rythme désespérément lent pour une unité blindée qui était censée traverser le pays en quelques heures. La division arriva finalement en Normandie de manière échelonnée, par fragments, entre le 15 et le 30 juin. Des semaines d'après la date prévue par le haut commandement allemand, ces régiments arrivant séparément et sans la cohésion opérationnelle nécessaire à un déploiement efficace. Ce retard eut un effet rarement mentionné dans les récits centrés sur le massacre. Il priva la Wehrmacht de l'une de ses divisions blindées les plus expérimentées précisément au moment où elle en avait le plus besoin pour tenter de contenir l'avancée alliée après le débarquement. En d'autres termes, la même colonne qui sema la terreur dans le Limousin arriva trop tard, trop endommagée et trop épuisée pour changer le cours de la bataille, qui en théorie justifiait son déploiement. Vu avec le recul historique, la massacre d'Oradour constitua, du point de vue purement militaire allemand, un double échec. Elle n'accéléra pas l'avancée de la division, mais contribua à intensifier la résistance armée et la haine de la population locale, facteurs qui retardèrent à leur tour encore davantage son arrivée sur le front qu'elle devait renforcer. Normandie, le prix de sang payé par les responsables. Lorsque Das Reich entra enfin en combat en Normandie, elle ne le fit pas comme une force offensive capable de rejeter les Alliés à la mer, mais dans un premier temps, comme une unité de contention comblant les brèches d'une ligne allemande qui s'effondrait. La seule grande exception offensive survint au début du mois d'août, lorsque la division participa à l'opération Lüttich, la contre-offensive que Hitler ordonna de lancer contre les positions américaines près de Mortain dans le but de couper en deux l'avancée alliée et d'isoler la 3e armée du général Patton. Entre le 7 et le 13 août, Das Reich parvint à prendre la localité même de Mortain et réussit à encercler pendant plusieurs jours un bataillon américain retranché sur une colline voisine connue sous le nom de Côte 314, bien qu'au prix de lourdes pertes en blindés. La supériorité aérienne alliée, qui put opérer librement dès que le brouillard matinal se dissipa, se révéla décisive pour arrêter l'avancée et transformer ce qui devait être un coup décisif en un nouvel échec qui accéléra, au lieu de l'empêcher, l'effondrement allemand en Normandie, précipitant directement l'encerclement de falaises qui se refermerait à peine quelques jours plus tard. La logique de la guerre possède cependant une symétrie brutale. Les mêmes hommes qui avaient exécuté des civils sans défense à Oradour se retrouvèrent à peine 2 semaines plus tard exposés aux tirs d'artillerie et aux attaques aériennes alliées sur un front où la survie cessa d'être garantie par la supériorité des forces. Le 29 juin 1944, Adolf Dieckmann, l'officier qui avait ordonné et dirigé personnellement le massacre d'Oradour, mourut à cause d'un éclat de projectile qui le frappa à la tête lorsqu'il sortit de son bunker de commandement sans casque. Certains de ses camarades déclarèrent ensuite que, tout simplement, ce qui pouvait lui arriver ne lui importait plus. Il est enterré au cimetière militaire allemand de la Cambe, à quelques kilomètres des plages où les Alliés avaient débarqué 3 semaines auparavant. Sa mort eut une conséquence juridique qui est aujourd'hui difficile à digérer. Le commandant du régiment, Sylvester Stadler, avait ordonné l'ouverture d'un conseil de guerre contre Dieckmann pour le massacre, sous la pression à la fois du maréchal Erwin Rommel, du général Walter Gleiniger, commandant allemand à Limoges, et du gouvernement de Vichy lui-même, qui avait présenté une protestation officielle au haut commandement allemand, accompagnée d'un récit détaillé et précis de ce qui s'était passé dans le village. Il existe même un épisode, reconstitué à partir de témoignages indirects, dans lequel Rommel aurait personnellement demandé à Hitler l'autorisation de sanctionner la division pour ce qu'il considérait comme des représailles inacceptables qui déshonoraient l'uniforme allemand. Mais un conseil de guerre a besoin d'un accusé vivant. Dieckmann étant mort, l'enquête fut suspendue sans jamais être parvenue à un verdict. L'homme qui donna l'ordre d'exterminer Oradour mourut sans avoir répondu devant aucun tribunal, ni allemand ni français, et avec sa disparition s'évanouit également une grande partie de la possibilité de reconstituer avec précision la chaîne de commandement exacte qui conduisit au massacre. Dieckmann ne fut pas le seul commandant lié à la division à tomber en Normandie. Christian Tixen, qui avait pris le commandement de la division après le départ de Lammerding le 24 juillet, mourut à peine 4 jours plus tard, le 28 juillet, lorsque son véhicule se retrouva face à face avec un char américain sur une route. Un autre officier important dans la chaîne de commandement liée à Oradour, Helmut Kempfe, dont la capture par la résistance
avait été le prétexte invoqué pour justifier le massacre, était déjà mort depuis le 10 juin, exécuté par ses ravisseurs le jour même où Oradour brûlait. En août 1944, l'hémorragie avait considérablement réduit les effectifs de la division, repoussée avec le reste de la 7e armée allemande vers l'étroit corridor que l'historiographie militaire connaît sous le nom de poche de falaise, un piège que les forces alliées refermèrent progressivement depuis le nord, l'ouest et le sud, jusqu'à en faire l'une des plus grandes défaites allemandes du front occidental. Lors d'un seul épisode, près de la localité de La Chapelle, l'artillerie de la 2e division blindée américaine soumit une colonne de Das Reich à un bombardement de plus de 700 projectiles en seulement 2 heures. Le résultat fut dévastateur. 50 morts, 60 blessés, 197 prisonniers et plus de 260 véhicules de combat détruits. Au-delà de cet épisode précis, 1150 autres soldats allemands moururent dans des affrontements connexes. Le 13 septembre 1944, la division déclarait 12 357 officiers et hommes sous les armes, contre les 17 283 qu'elle comptait à peine 2 mois auparavant, le 1er juillet. En termes numériques, l'unité avait perdu près d'un tiers de ses effectifs combattants dans l'enfer de Falaise et de ses environs, dans une usure qui contraste de manière dérangeante avec l'efficacité et la rapidité avec lesquelles cette même unité avait exécuté des civils désarmés à peine quelques semaines auparavant. Heinz Lammerding, l'homme qui avait signé les ordres de représailles contre la résistance et sous le commandement duquel eurent lieu Tulle et Oradour, fut blessé le 25 juillet au cours d'une attaque alliée alors qu'il inspectait les troupes de la division. Il survécut. Ce détail, apparemment mineur, se révélerait décisif pour la suite de cette histoire, car un Lammerding mort au combat aurait clos l'affaire de la même manière abrupte que celle de Dieckmann. Un Lammerding vivant, en revanche, deviendrait le symbole de tout ce que la justice de l'après-guerre ne parvint pas à résoudre. La retraite vers les Ardennes. Décimé, ayant perdu une grande partie de son matériel dans les champs de Normandie, Das Reich se retira vers l'Allemagne à l'automne 1944, traversant un territoire français qui, à ce stade, la haïssait ouvertement pour ce qui s'était produit à Tulle et à Oradour quelques mois auparavant. En décembre, elle fut transférée dans la région d'Euskirchen pour se préparer à ce qui serait la dernière grande offensive allemande sur le front occidental. L'offensive des Ardennes, populairement connue sous le nom de bataille des Ardennes ou bataille du Bulge, conçue par Hitler comme une tentative désespérée de répéter à plus petite échelle le succès éclair que l'Allemagne avait obtenu dans cette même région boisée en 1940. À partir du 20 décembre, la division attaqua en passant par le carrefour routier de Baraque de Fréture, participant à la tentative allemande d'encercler les troupes américaines à Saint-Vith. Comme le reste de l'armée allemande à cette époque, elle souffrit d'une pénurie chronique de carburant et de munitions qui obligea à déplacer des chars lourds sur des routes totalement inadaptées à leur poids. Malgré ces limitations, la division parvint à prendre des points clés comme Manet et Grandmesnil, bien qu'elle ne les conservât que quelques jours avant de les perdre face aux contre-attaques américaines. Durant cette phase de la campagne se distingua la figure d'Ernst Bachmann, l'un des as des chars les plus reconnus de la Wehrmacht, qui augmenta considérablement son nombre de blindés détruits, parmi lesquels plusieurs Sherman américains dont les équipages choisirent de les abandonner face à l'avancée de son véhicule solitaire. Ce sont ce type d'épisodes centrés sur l'habileté tactique individuelle qui alimentèrent pendant des décennies un récit romancé sur les divisions Panzer de la Waffen-SS, un récit qui omettait opportunément ce qui s'était produit à peine 6 mois auparavant dans un village français. Cette même tendance à séparer l'efficacité militaire de la responsabilité criminelle expliquerait, des années plus tard, des épisodes aussi frappants que la publication de photographies d'un autre officier de la Waffen-SS vêtu de son uniforme et honoré par des institutions militaires américaines lors de commémorations de la bataille des Ardennes elle-même, jusqu'à ce que la polémique publique oblige à retirer ce matériel. L'offensive des Ardennes échoua comme échouaient presque tous les paris désespérés, en consommant les dernières ressources disponibles sans modifier l'issue finale de la guerre.
Vers le 17 janvier 1945, après des semaines de combats défensifs dans la zone de Magoster et Marcourt, la division fut retirée du front et transférée derrière la ligne Siegfried, près de Coblence, pour une brève période de réorganisation. Le 12 janvier 1945, alors que Das Reich combattait encore dans les Ardennes, l'armée rouge lança l'offensive de la Vistule et de l'Oder, une opération massive qui menaçait de submerger complètement le front oriental allemand. Hitler, obsédé par la protection des derniers gisements pétrolifères disponibles pour l'Axe, situé dans le sud de la Hongrie, ordonna de retirer du front occidental ses meilleures divisions blindées et de les transférer vers cette région. Parmi elles se trouvait Das Reich, intégré avec la Leibstandarte, la Hitlerjugend et la Hohenstaufen au 6e corps d'armée blindée SS, commandé par Sepp Dietrich. Entre le 8 et le 15 février 1945, la division fut transportée jusqu'à la zone du lac Balaton, en Hongrie, pour achever son rééquipement avant de participer à ce qui serait la dernière grande offensive allemande de toute la guerre, l'opération Réveil du printemps, lancée le 6 mars 1945. L'objectif était de reprendre les champs pétrolifères de Nagika-Nitsa et, si possible, de défendre Vienne contre l'avancée soviétique. Ce fut un effort condamné dès le début. 400 000 soldats allemands, 900 chars et plus de 3 000 pièces d'artillerie se lancèrent contre une armée rouge qui connaissait déjà à l'avance les plans de l'offensive et avait préparé ses défenses en conséquence. Das Reich avança le long de la rive orientale du canal Sarviz et atteignit la zone située au nord de Sarkerestur le 12 mars. Mais l'offensive s'enlisa littéralement dans la boue des tempêtes printanières et une contre-offensive soviétique l'arrêta complètement en à peine 10 jours. L'échec fut si évident que Hitler, furieux, ordonna aux divisions SS impliquées de retirer leurs bandes de manches, les insignes brodés portant le nom de chaque unité qui constituait un symbole d'honneur au sein de la Waffen-SS, les accusant de ne pas avoir combattu avec l'engagement que la situation exigeait. Pour Sepp Dietrich, commandant du 6e corps d'armée blindée, l'humiliation se résuma en une phrase amère. Il plaisanta en disant que son armée portait bien le nom de Panzer parce qu'il ne lui restait que 6 chars opérationnels. Werner Ostendorf lui-même, un autre officier supérieur lié à la division, fut grièvement blessé par un projectile incendiaire pendant les combats de mars en Hongrie et mourut dans un hôpital le 1er mai 1945, à peine une semaine avant la capitulation allemande, un nom de plus sur la longue liste des commandants qui n'auraient jamais à rendre de compte devant aucun tribunal. Des témoignages recueillis après la guerre auprès de vétérans de la division décrivent ces semaines en Hongrie avec un mélange de résignation et d'épuisement qui contraste énormément avec la férocité affichée quelques mois auparavant en France. On parlait de l'impossibilité matérielle de contenir le flot incessant d'hommes, de chars et d'artillerie soviétiques, de la pénurie chronique de carburant qui laissait les blindés allemands immobilisés comme des cibles faciles, et d'un sentiment généralisé parmi les soldats et les cadres intermédiaires que la défaite finale n'était désormais plus qu'une question de temps. La fuite vers Vienne est la fin. Après l'effondrement de l'offensive hongroise, ce qui restait de Das Reich se replia en direction de l'Autriche. Le 27 mars 1945, la division arriva aux alentours de Vienne, ville qui allait devenir le théâtre de l'une des dernières grandes batailles urbaines de la guerre en Europe. Pendant près de 2 semaines de combats de rue, les forces soviétiques du 3e front ukrainien resserrèrent l'encerclement autour de la capitale autrichienne. Le 13 avril, alors que la ville était pratiquement perdue, les restes de Das Reich, à peine une douzaine de pièces d'artillerie et une trentaine de véhicules blindés, quittèrent Vienne pour la dernière fois. La retraite se poursuivit vers le nord-ouest, vers la région située entre Vienne et Linz, talonnée par la 9e armée de la garde soviétique. Le rapport des effectifs du 7 avril 1945 est éloquent quant à l'état dans lequel se trouvait celle qui avait été l'une des divisions blindées les plus redoutées de la Wehrmacht. 45 officiers, 123 sous-officiers, 1330 soldats et à peine 11 chars opérationnels. Une unité qui comptait en 1940 plus de 21 000 hommes avait été réduite à une fraction minime de ses effectifs d'origine.
Dans les derniers jours de la guerre, certains éléments de la division participèrent à l'évacuation de civils de Prague face à l'avancée de l'armée rouge. Un geste que certains vétérans citeraient plus tard comme une preuve d'humanité, bien qu'il soit difficile de le concilier avec les antécédents de l'unité à peine 11 mois auparavant. Le 9 mai 1945, un jour après la capitulation allemande, le régiment Deutschland, désormais complètement isolé, transmit un dernier message à son quartier général divisionnaire, signalant qu'il était totalement encerclé et sans possibilité de retraite. Peu après, ce qui restait de Das Reich se rendit officiellement aux forces américaines, évitant ainsi la capture par les soviétiques, un sort qui pour de nombreux vétérans de la Waffen-SS aurait signifié un traitement considérablement plus sévère compte tenu des antécédents de brutalité de la division elle-même contre la population civile soviétique au cours des années précédentes sur le front oriental. Cette décision, prise presque instinctivement par des milliers de soldats allemands dans les derniers jours de la guerre, allait être déterminante pour l'avenir de beaucoup d'entre eux. Être fait prisonnier par les États-Unis ou la Grande-Bretagne ouvrait presque toujours une voie de retour relativement rapide à la vie civile. Tomber aux mains des Soviétiques signifiait généralement des années de travaux forcés dans des camps de prisonniers, quand ce n'était pas la mort. Ainsi s'acheva, en mai 1945, le parcours militaire de la division. Mais l'histoire de ses responsables, la partie qui importe véritablement lorsqu'on demande ce qui se passa après Oradour, ne faisait que commencer. Pour comprendre pourquoi le procès de Bordeaux finit par se transformer en une crise nationale, il faut comprendre l'ampleur du phénomène des malgré nous, ce qui est rarement expliqué avec suffisamment de détails. Après l'annexion de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine au Troisième Reich en 1940, les autorités allemandes imposèrent le service militaire obligatoire à la population locale, considérée comme ethniquement allemande malgré sa citoyenneté française. On estime qu'environ 100 000 Alsaciens et 30 000 habitants de la Moselle furent recrutés de cette manière, l'immense majorité étant affectée à l'armée régulière et envoyée sur le front oriental. Seule une minorité finit, souvent sous la menace directe de représailles contre leur famille, par servir dans les rangs de la Waffen-SS. Les chiffres de cette tragédie collective sont difficiles à assimiler encore aujourd'hui. Sur les quelques 130 000 malgré nous, on estime que 32 000 moururent au combat et que 10 500 autres restèrent portés disparus, vraisemblablement morts, sans que leur famille ait jamais pu connaître leur sort final. Entre 5 000 et 10 000 autres moururent comme prisonniers de guerre, la plupart dans le camp soviétique de Tambov, où les conditions de détention se révélèrent mortelles pour une grande partie de ceux qui furent capturés sur le front de l'Est. Les derniers prisonniers ne furent libérés qu'en 1955, une décennie après la fin de la guerre. 40 000 autres rentrèrent chez eux avec des séquelles permanentes d'invalidité. Ce contexte, celui d'une région entière qui estimait avoir été forcée à servir sous l'uniforme de son occupant, explique la férocité avec laquelle l'Alsace réagit lorsque 14 de ses fils se retrouvèrent assis sur le banc des accusés à Bordeaux aux côtés de militaires allemands à proprement parler. Pour de nombreux Alsaciens, traiter ces jeunes comme des criminels de guerre comparables à leurs supérieurs allemands revenait à répéter, cette fois de la part de l'État français lui-même, la même injustice qu'ils avaient déjà subie pendant l'occupation. Près de 9 années s'écoulèrent entre le massacre et la première tentative sérieuse d'en demander des comptes. Une partie de ce retard avait une explication strictement juridique. La législation française en vigueur jusqu'en 1948 ne permettait pas de juger des citoyens français, comme c'était le cas des Alsaciens incorporés à la division, selon les mêmes lois relatives aux crimes de guerre que celles appliquées aux citoyens allemands. Une nouvelle loi promulguée cette année-là fut nécessaire pour introduire le concept de responsabilité collective d'un groupe armé lorsqu'il était impossible de déterminer avec précision la participation individuelle de chacun de ses membres à un crime concret, compte tenu de l'absence presque totale de témoignages directs capables d'attribuer des responsabilités spécifiques. Le 12 janvier 1953 s'ouvrit à Bordeaux un procès militaire officiellement connu sous le nom d'affaire Kahn et autres, en référence à l'un des officiers impliqués, mais que l'opinion publique finirait par appeler simplement le procès d'Oradour. L'un des accusés alsaciens,
Identifié dans les registres comme un ancien membre déjà condamné en 1946 à la peine de mort et sur le point d'être lynché par une foule en colère à Limoges, avait vu cette sentence annulée en appel lorsqu'il fut établi qu'il était mineur au moment des faits. En 1953, il fut de nouveau jugé, cette fois dans le cadre du nouveau dispositif juridique, avec le reste de ses camarades. Sur les quelques 200 soldats allemands qui, selon les estimations, participèrent au massacre, seuls 65 étaient encore en vie à cette époque. Sur ces 65, à peine 21 étaient présents dans la salle car la majorité vivait en Allemagne de l'Est ou en Allemagne de l'Ouest, pays qui ne les extradèrent pas. Parmi les présents, 7 étaient des citoyens allemands à proprement parler, et aucun d'eux ne détenait un grade supérieur à celui d'adjudant-chef, un détail qui suscita à l'époque une critique supplémentaire à l'égard du procès. Les véritables responsables les plus haut placés dans la chaîne de commandement, à commencer par Lammerding lui-même, ne figuraient même pas parmi les accusés présents, laissant tout le poids symbolique du procès retomber sur les simples soldats et les cadres intermédiaires. Les 14 autres étaient alsaciens, c'est-à-dire français d'une région qui avait été annexée par le Troisième Reich en 1940 et dont les jeunes hommes avaient été enrôlés de force dans les rangs de la Waffen-SS. On les appelait les malgré nous, littéralement malgré nous, et leur présence sur le banc des accusés déclencha l'une des crises politiques internes les plus délicates de la France de l'après-guerre. 13 de ces 14 Alsaciens affirmèrent avoir été incorporés de force. 12 d'entre eux avaient été recrutés à l'âge de 17 ou 18 ans, des âges qui les feraient aujourd'hui qualifier d'enfants soldats selon n'importe quel cadre juridique international moderne. Le 14e, un volontaire nommé Georges Busse, décida de ne pas invoquer cette défense et préféra être jugé comme allemand, assumant ainsi le risque d'une condamnation beaucoup plus sévère. Le tribunal finit par séparer le procès en 2 procédures distinctes selon la nationalité des accusés sous la pression des 2 régions concernées. Le Limousin, qui exigeait une justice pleine et entière, et l'Alsace, qui réclamait la clémence pour des hommes qu'elle considérait comme des victimes des circonstances autant que les habitants d'Oradour eux-mêmes. Au cours du procès, la survivante Marguerite Roufanche, la seule femme qui parvint à s'échapper vivante de l'église incendiée, livra un témoignage direct sur ce qui s'était produit cet après-midi-là. Elle raconta comment, vers 5 heures de l'après-midi, 2 soldats allemands placèrent une charge explosive près de l'autel et y mirent le feu, déclenchant la panique parmi les femmes et les enfants enfermés à l'intérieur de l'église. D'autres survivants, comme Robert Hébras, décrivirent avec crudité les minutes qui suivirent les tirs dans les granges, le poids des corps tombés sur eux, les gémissements de ceux qui agonisaient lentement et le silence final qui précéda l'achèvement des blessés à coups de crosse et de baïonnettes. Le 11 février 1953, les verdicts furent rendus publics. Sur les 7 Allemands, 1 fut condamné à mort, 4 aux travaux forcés et 1 fut acquitté. Sur les 14 Alsaciens, seul le volontaire Busse reçut la peine de mort. 9 furent condamnés aux travaux forcés et 5 à des peines de prison, aucune d'entre elles ne dépassant 8 ans. La réaction dans le Limousin fut une indignation immédiate. Une marche de protestation fut organisée à Limoges, à laquelle participèrent, selon les archives de l'époque, environ 50 000 personnes, portant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Nous n'accepterons pas le verdict ». À l'opposé, la réaction en Alsace fut tout aussi intense, mais dans le sens contraire, il y eut des manifestations, des appels à l'autonomie régionale, et même l'évêque de Strasbourg demanda publiquement l'annulation des condamnations. Sous cette pression croisée, le Parlement français vota, à peine 8 jours après le verdict, une loi d'amnistie générale pour tous les malgré nous, adoptée le 19 février 1953 par 319 voix contre 211 avec 88 abstentions. La Chambre haute ratifia la décision quelques jours plus tard, par 176 voix contre 79. La loi entraîna la libération presque immédiate des Alsaciens condamnés qui, à la seule exception du volontaire Busse, furent rapatriés en secret afin d'éviter de nouvelles manifestations. 5 des 7 Allemands condamnés furent également libérés peu après, ayant déjà passé en détention provisoire une durée supérieure aux peines finalement prononcées.
En 1958, tous les Allemands condamnés avaient été remis en liberté, y compris les 2 condamnés à mort, dont les peines avaient été commuées en travaux forcés dès 1954. La réponse d'Oradour fut aussi symbolique que désespérée. Le maire retira la croix de guerre que le village avait reçue de l'État français, et le président de l'Association des familles des victimes retira la Légion d'honneur du cimetière. À l'entrée des ruines furent installés 2 panneaux qui y restèrent pendant plus d'une décennie. L'un portant les noms et les adresses des Alsaciens condamnés, et l'autre, la liste complète des députés et des sénateurs qui avaient voté en faveur de l'amnistie. Le message qui surmontait ce second panneau ne laissait aucun doute sur la manière dont le village interprétait cette décision politique. Il accusait ses parlementaires d'avoir pardonné aux monstres de la SS qui avaient assassiné, brûlé et pillé Oradour. Les panneaux restèrent exposés jusqu'en 1966. L'homme qui n'a jamais payé. S'il existe une figure qui concentre tout ce que la justice d'après-guerre eut d'insatisfaisant dans cette affaire, c'est Heinz Lammerding. Né à Dortmund en 1905 et formé comme ingénieur, il adhéra au parti nazi et à la Sturmabteilung au début des années 30 avant d'intégrer la SS en 1935. Son ascension au sein de l'organisation fut favorisée, selon plusieurs historiens, par sa proximité personnelle avec Heinrich Himmler. En novembre 1940, il devint le premier chef d'état-major de la division SS Totenkopf, et après l'invasion allemande de l'Union soviétique en 1941, il émit de nombreux ordres de représailles qui conduisirent à la destruction systématique de villes et de villages soviétiques accusés d'abriter des partisans, un schéma de conduite qui se répéterait presque à l'identique 3 ans plus tard dans le Limousin français. À la fin de 1943, il prit le commandement d'un groupement tactique de Das Reich qui opérait contre les partisans soviétiques en Ukraine, une expérience qui le prépara dans le pire sens possible à ce qui allait suivre en France. En tant que commandant de la division au moment des faits, c'était lui qui avait signé les ordres de représailles contre la résistance qui déclenchèrent aussi bien Tulle qu'Oradour. Le tribunal de Bordeaux le condamna à mort par contumace en 1953. Il ne mit jamais les pieds dans cette salle. Concernant le degré exact de responsabilité personnelle de Lammerding dans ce qui se produisit spécifiquement à Oradour, au-delà de l'ordre général de répression qui fut à l'origine de l'opération, l'historiographie n'est pas non plus parvenue à un consensus complet. La version la plus répandue soutient que ce fut Lammerding qui autorisa de manière générale les mesures de châtiment contre la résistance dans la région, laissant à Dieckmann et à la chaîne de commandement immédiate du régiment der Führer la décision concrète de transformer cette autorisation en l'extermination totale d'un village. D'autres historiens défendent une lecture plus sévère, selon laquelle Lammerding lui-même connaissait et avait approuvé à l'avance l'ampleur des représailles prévues, compte tenu de son historique déjà bien établi d'ordre similaire sur le front de l'Est. La différence n'est pas négligeable. Elle détermine si Oradour fut, au sommet de la division, un excès toléré a posteriori ou une opération explicitement planifiée d'en haut. La mort de Dieckmann à peine 3 semaines plus tard et l'absence d'un procès allemand complet contre Lammerding empêchèrent que cette question fût jamais résolue avec la précision que mériterait un épisode d'une telle ampleur. À la fin de la guerre, Lammerding fut capturé par les troupes britanniques. Il ne fut jamais extradé vers la France. Selon l'historien Danny S. Parker, il avait auparavant été jugé en Allemagne de l'Ouest pour d'autres chefs d'accusation liés à des crimes de guerre sur le front de l'Est et avait purgé une peine de prison pour cela. En vertu de la Constitution de Bonn, ce fait le protégeait contre une seconde extradition pour les mêmes périodes de service, un détail juridique qui exaspéra profondément le gouvernement français. Même les circonstances exactes de sa capture à la fin de la guerre suscitent de petites contradictions entre les sources disponibles. La majorité des récits historiques s'accordent à dire qu'il fut capturé par des troupes britanniques dans la zone d'occupation qu'elles administraient dans l'Allemagne vaincue, ce qui expliquerait ensuite le refus britannique de l'extradeur. D'autres versions, de caractère plus littéraire et moins vérifiable, suggèrent une participation britannique plus active à sa localisation, presque à la manière d'une opération de renseignement délibérée, bien qu'aucun document officiel déclassifié à ce jour ne confirme cette lecture plus romanesque des faits. Ce qui est certain, en tout cas,
c'est que Lammerding ne tenta jamais de dissimuler son identité ni de fuir vers un autre pays, contrairement à d'autres criminels de guerre nazis qui choisirent des voies de fuite vers l'Amérique du Sud ou le Moyen-Orient. Il resta en Allemagne, sous son propre nom, convaincu que le cadre juridique de la nouvelle République fédérale finirait par le protéger. Le pari, considéré avec le recul des années, se révéla entièrement juste. En 1953, le haut-commissaire français André-François Poncet demanda officiellement son extradition aux autorités britanniques. La demande fut discutée lors d'une réunion entre les ministres des Affaires étrangères Georges Bidault et Anthony Eden. Eden, selon les archives de l'époque, manifesta peu d'intérêt pour l'affaire et alla jusqu'à déclarer qu'il n'avait jamais entendu parler de Lammerding. La demande fut rejetée. Frustré par cette impasse diplomatique, le gouvernement français alla jusqu'à envisager une option beaucoup plus radicale. Envoyer un commando spécial pour enlever Lammerding en territoire allemand, suivant le modèle qu'Israël appliquerait quelques années plus tard avec Adolf Eichmann en Argentine. Le plan ne se concrétisa jamais. Pendant ce temps, Lammerding vivait ouvertement à Düsseldorf, où il bâtit une carrière prospère comme ingénieur civil à la tête d'une entreprise de construction. Il ne se cacha pas, il ne changea pas de nom. Il passa ses dernières années à profiter de sa retraite en Bavière, près du lac Tegernsee, l'une des destinations de vacances les plus appréciées d'Allemagne. Il mourut d'un cancer le 13 janvier 1971 dans un hôpital de Bad Tölz à l'âge de 65 ans. Près de 200 anciens camarades de la SS assistèrent à ses funérailles à Düsseldorf. Une réunion qui, pour de nombreux observateurs, se révéla aussi révélatrice que troublante quant à l'état de la mémoire historique dans l'Allemagne de l'époque. Le contraste ne pourrait être plus brutal. Tandis que 13 adolescents alsaciens, dont beaucoup avaient été recrutés à 17 ou 18 ans, portèrent toute leur vie le stigmate d'avoir été jugés comme assassins à Bordeaux, l'homme qui avait donné les ordres ayant rendu le massacre possible, mourut libre, prospère et entouré d'admirateurs, sans avoir passé un seul jour en prison pour Oradour. Les autres destins, entre l'oubli et l'impunité partielle. Le parcours des autres protagonistes de cette journée complète un tableau tout aussi décourageant. Otto Weidinger, qui prit le commandement du régiment der Führer à peine 4 jours après le massacre et qui écrirait plus tard l'un des récits les plus cités et également les plus discutés sur la marche de la division vers la Normandie, ne fit jamais face à des accusations formelles pour Oradour. Son livre, publié des décennies après la guerre, propose une version des faits que de nombreux historiens ont qualifiée de partiale, minimisant la responsabilité de la chaîne de commandement et présentant le massacre presque comme un excès isolé de Dieckmann, une lecture qui exonère opportunément le reste de la structure des officiers sous laquelle il avait lui-même servi. Sylvester Stadler, l'officier qui avait ordonné l'ouverture du conseil de guerre contre Dieckmann avant que celui-ci ne meure au combat, ne fut pas non plus poursuivi. Une grande partie de ces officiers, ainsi que des milliers d'autres vétérans de la Waffen-SS, trouvèrent après la guerre un espace de retrouvailles et de défense mutuelle au sein de la Hilfsgemeinschaft auf Gegenseitigkeit, connue sous le sigle HIAG, une association fondée dans l'Allemagne de l'Ouest des années 50 qui fonctionna pendant des décennies comme un groupe de pression de vétérans promouvant un récit qui présentait la Waffen-SS comme une force militaire conventionnelle, moralement comparable au reste de l'armée allemande et qui chercha activement à minimiser ou à nier directement l'ampleur de ces crimes de guerre. Ce réseau de camaraderie, le même qui remplit les funérailles de Lammerding en 1971, aide à expliquer pourquoi tant de ces hommes purent reconstruire leur vie civile sans subir le poids social du stigmate qui, en revanche, frappa durement les Alsaciens condamnés à Bordeaux. Otto Kahn, l'officier qui avait exigé 30 otages aux médecins du village et qui donna son nom officiel au procès judiciaire de 1953, perdit un bras au combat et disparut des archives historiques peu après la guerre. On pense qu'il mourut en Allemagne en 1977, sans avoir jamais répondu officiellement de son rôle dans les faits. Le cas le plus tardif, et d'une certaine manière le plus symbolique de la clôture imparfaite de ce chapitre, est celui de Heinz Barth. Cet ancien officier de la SS, qui avait participé au massacre comme chef d'un peloton commandant environ 45 hommes, fut retrouvé vivant ouvertement en République démocratique allemande, l'État communiste né dans la moitié orientale du pays après la guerre, où il avait réussi à passer des décennies sans que son passé à Oradour ne soit révélé au public.
En 1983, près de 40 ans après les faits, la première chambre du tribunal de la ville de Berlin le condamna à la réclusion criminelle à perpétuité pour sa participation directe au meurtre de 20 hommes enfermés dans un garage, l'un des foyers précis du massacre qui put être reconstitué avec une précision probatoire suffisante. Ce fut le dernier procès contre un membre de la Waffen-SS lié à Oradour, qui se solda par une condamnation définitive et effectivement exécutée. Après la chute du mur de Berlin et la réunification allemande, Barth fut libéré en 1997 dans le cadre du nouveau dispositif juridique et mourut en août 2007, près de 40 ans après avoir finalement été identifié et poursuivi. Un dénouement qui, bien que tardif, contraste de manière notable avec l'impunité totale dont bénéficièrent ses anciens supérieurs en Allemagne de l'Ouest. 3 décennies après l'affaire Barth, la justice allemande fit une dernière tentative, encouragée par un changement de doctrine juridique qui avait silencieusement révolutionné la poursuite des crimes nazis au cours de la décennie précédente. Pendant longtemps, les tribunaux allemands avaient exigé des preuves d'une participation directe et précise à un meurtre concret pour pouvoir condamner un suspect, un critère qui, dans la pratique, protégeait l'immense majorité des anciens membres d'unités génocidaires, compte tenu de la difficulté qu'il y avait, des décennies plus tard, à démontrer qui avait exactement tiré sur qui. Ce critère changea radicalement à la suite de la condamnation, par un tribunal de Munich, d'un ancien gardien d'un camp d'extermination prononcé selon la nouvelle doctrine voulant que le simple fait d'avoir servi dans les rouages d'une machine d'extermination, sans qu'il soit nécessaire de prouver un acte homicide individuel et isolé, puisse suffire à une condamnation pour complicité. Ce précédent ouvrit la voie à la révision par le parquet allemand de dizaines de dossiers classés depuis des décennies, parmi lesquels ceux de plusieurs survivants du bataillon qui avait ravagé Oradour. En janvier 2014, un tribunal de Cologne inculpa Werner Christukat, un ancien mitrailleur de la SS âgé de 88 ans, l'accusant de 25 meurtres directs et de complicité dans des centaines de morts supplémentaires. Christukat reconnut avoir été présent à Oradour ce jour-là, mais affirma n'avoir jamais tiré avec une arme ni participé activement au massacre. En décembre de la même année, le tribunal rejeta l'affaire en invoquant l'insuffisance des preuves. Aucun témoin ne l'avait désigné lors des interrogatoires de l'après-guerre et il n'existait aucun document contredisant sa version. Robert Hebra, l'un des derniers survivants du massacre, exprima sa déception face à la décision, tout en reconnaissant qu'il nourrissait peu d'espoir que l'un des responsables avoue un jour toute la vérité. Christukat mourut en 2020, sans avoir été condamné pour quoi que ce soit lié à cette journée. Les mystères qui restent ouverts. C'est ici que cette histoire devient quelque chose de plus qu'une chronique de l'impunité militaire. Il existe une question dont les historiens débattent encore sans être parvenus à un consensus définitif et qui constitue, au sens le plus littéral, un mystère non résolu. Pourquoi précisément Oradour-sur-Glane ? L'explication officielle allemande de l'époque, et celle que Dieckmann lui-même défendit devant ses supérieurs, était que le massacre répondait à la capture et à l'exécution présumée de Helmut Kempf par la résistance, survenue la veille. Selon cette version, un informateur avait signalé qu'un officier de la SS était retenu dans un village appelé Oradour et qu'il y aurait été brûlé vif devant une foule. Le problème est que le village désigné par cet informateur n'était pas Oradour-sur-Glane, mais Oradour-sur-Vers, une localité différente située à plusieurs kilomètres de distance. Pendant des décennies, circula l'hypothèse selon laquelle il s'était agi d'une simple confusion de noms, une erreur fatale qui entraîna la mort de 642 personnes totalement étrangères à la disparition de Kempf. Cependant, cette explication, bien qu'attirante par son caractère tragiquement fortuit, ne convainc pas une grande partie de l'historiographie actuelle. Plusieurs chercheurs soulignent qu'il n'existe aucune preuve solide qu'Oradour-sur-Glane ait eu un quelconque lien avec la résistance armée, tandis que le choix même du village aurait pu répondre à des raisons beaucoup plus prosaïques. Il s'agissait d'une localité facile à encercler et à contrôler, ne disposant pratiquement d'aucune voie de fuite, relativement prospère par rapport à ses voisines, avec des commerces, des artisans et une vie sociale active, ce qui en faisait également une cible attrayante pour le pillage qui eut effectivement lieu cet après-midi-là, lorsque les soldats allemands parcoururent les maisons et les commerces avant de mettre le feu au village entier.
Selon cette lecture, le massacre ne fut pas tant une représaille ciblée qu'un acte de terreur exemplaire, destiné à intimider toute la région tandis que la division se frayait un chemin vers la Normandie. Et Oradour se trouva être tout simplement le village qui se trouvait au mauvais endroit au moment où la SS décida de donner une leçon sanglante à la population civile du Limousin. Il existe même une troisième hypothèse, soutenue par certains historiens, qui interprètent le massacre comme faisant partie d'un plan plus vaste et moins improvisé que ne le suggère la version de l'erreur d'identification. Celle consistant à utiliser la dernière phase de l'entraînement des recrues les plus jeunes et les plus inexpérimentés de la division, dont beaucoup étaient des Alsaciens, des Ukrainiens et des Hongrois qui n'avaient jamais combattu, comme un baptême du sang délibéré, une épreuve de loyauté brutale conçue pour les intégrer définitivement à la culture de violence de la Waffen-SS avant de les envoyer sur le front de Normandie. Si cette lecture est correcte, Oradour aurait été moins une représaille qu'un rituel d'initiation avec des victimes civiles, ce qui compliquerait encore davantage toute tentative de réduire le massacre à une simple confusion de noms. L'historienne américaine Sarah Farmer, auteure de l'une des études universitaires les plus citées sur la mémoire d'Oradour, a précisément souligné cette tension entre le récit simplifié qui a circulé pendant des décennies, celui d'un village innocent puni par erreur, et la complexité réelle d'un épisode dans lequel s'entremêlent la vengeance personnelle pour la mort d'un camarade, la doctrine antipartisane assimilée pendant des années sur le front de l'Est, la nécessité d'aguerrir des recrues novices et, éventuellement, le simple opportunisme du pillage. Aucune de ces explications n'exclut complètement les autres, et il est parfaitement possible que la décision finale ait été le résultat d'une combinaison de plusieurs de ces facteurs, agissant simultanément sur un groupe d'officiers habitués, par leur propre formation militaire, à ne pas poser trop de questions avant d'exécuter un ordre de châtiment collectif. À cette incertitude sur le motif s'ajoute une autre couche d'opacité, celle-ci plus délibérée. La nuit même du massacre, Dieckmann réunit ses officiers et sous-officiers et leur ordonna de garder un silence absolu sur ce qui s'était produit. La version qui devait être répétée en réponse à toute question était que la division avait été attaquée par des insurgés à l'intérieur du village et que les civils étaient morts dans les tirs croisés. Ce fut, de fait, l'explication que le haut commandement allemand transmit officiellement au gouvernement de Vichy lorsque celui-ci présenta une protestation officielle accompagnée d'un récit précis de ce qui s'était passé. Le pacte de silence entre les auteurs, ajouté à la mort précoce de Dieckmann et à la disparition ou au décès d'autres témoins clés au cours des décennies suivantes, laissa aux historiens une reconstitution fondée presque entièrement sur les témoignages d'une poignée de survivants et sur des fragments de documentation militaire, jamais sur une confession complète et cohérente de la part de ceux qui exécutèrent l'ordre. Il existe en outre un document qui ajoute une couche supplémentaire d'inquiétude à tout cet épisode. Un rapport d'un officier du renseignement américain rendu public seulement en 2011 à la suite d'une demande d'accès à l'information présentée par son propre petit-fils, qui mentionne un détail extrêmement perturbant concernant la crucifixion d'un bébé durant les faits, une donnée dans laquelle le village n'est pas mentionné par son nom, mais que des chercheurs ultérieurs ont relié, avec une forte probabilité, bien que sans certitude absolue, à Oradour-sur-Glane. Il s'agit du seul document connu qui mentionne ce détail précis, et son apparition tardive, son caractère isolé et l'impossibilité de le confronter à d'autres sources en font un autre fragment de cette histoire qui ne pourra probablement jamais être entièrement confirmé ni écarté. Le cas Lammerding ne peut être compris comme une anomalie isolée, mais comme un exemple particulièrement visible d'un schéma beaucoup plus vaste qui caractérisa la jeune République fédérale d'Allemagne pendant une grande partie de la guerre froide. Dans un contexte de reconstruction économique accélérée et de besoins urgents de main-d'œuvre qualifiée, des milliers d'anciens officiers et sous-officiers de la Waffen-SS se réintégrèrent dans la vie civile, souvent à des postes de responsabilité au sein d'entreprises, d'administrations locales, et même, dans certains cas documentés, au sein des corps de police eux-mêmes et des forces armées naissantes de l'Allemagne de l'Ouest. La logique prédominante au sein d'une grande partie de la classe dirigeante de l'époque
privilégiait la stabilité sociale et la réconciliation interne au détriment d'une épuration exhaustive des responsabilités individuelles, en particulier à mesure que la confrontation avec le bloc soviétique devenait la priorité stratégique incontestable de Bonn et de ses alliés occidentaux. Ce climat politique explique également pourquoi la législation pénale allemande elle-même fut, pendant des années, sur le point de fermer définitivement la porte à toute poursuite future des crimes nazis. Le délai de prescription du crime de meurtre selon le code pénal allemand menaçait d'expirer en 1965, exactement 20 ans après la fin de la guerre, ce qui aurait rendu juridiquement impossible de juger tout responsable de crimes commis sous le régime nazi à partir de cette date. Seule une intense pression internationale et celle de secteurs progressistes au sein de la société allemande elle-même permirent au Parlement fédéral de prolonger ce délai à plusieurs reprises, d'abord en 1965, puis de nouveau en 1969, jusqu'à ce qu'il soit finalement décidé, en 1979, d'abolir complètement toute limite temporelle pour la poursuite du meurtre, ce qui, en théorie, maintint indéfiniment ouverte la porte judiciaire qui, des décennies plus tard, permettrait de poursuivre des hommes comme Heinz Barth et, bien plus tard, de tenter sans succès de le faire avec Werner Christukat. C'est dans ce cadre plus large que prend tout son sens la frustration française face à la protection juridique dont bénéficia Lammerding. Il ne s'agissait pas uniquement d'un détail technique appliqué à un cas individuel, mais de la manifestation concrète d'une architecture juridique et politique qui, pendant une grande partie des décennies d'après-guerre, privilégia systématiquement la réintégration des anciens combattants de la Waffen-SS, au détriment de l'exigence pleine et entière de responsabilité, sauf dans les cas les plus extrêmes et les plus médiatiquement visibles, comme celui d'Adolf Eichmann lui-même, capturé et jugé en dehors du système juridique allemand, précisément parce que ce système n'offrait pas de garantie suffisante que justice serait rendue. Derrière les noms qui furent effectivement consignés dans les archives judiciaires, les rapports militaires et les livres d'histoire, il y eut plusieurs milliers de simples soldats de Das Reich dont le destin individuel se dissout tout simplement dans l'anonymat de l'après-guerre. L'immense majorité de ceux qui survécurent aux combats de Normandie, des Ardennes et de Hongrie retournèrent dans leur pays d'origine, furent démobilisés sans jamais être identifiés comme participants directs à un quelconque crime précis et reconstruisirent des vies civiles ordinaires, souvent sans que leur propre famille en vienne à connaître précisément ce qu'ils avaient fait durant ces mois de 1944. Le processus de dénazification allié lui-même, saturé par l'ampleur de la tâche et limité par la rareté des preuves individualisées, se révéla incapable de retrouver systématiquement les centaines de simples soldats qui étaient dépassés par le bataillon responsable du massacre, concentrant à la place ses efforts, déjà insuffisants en eux-mêmes, sur les officiers de rang supérieur et sur les crimes les plus médiatiquement visibles. Ce silence générationnel, reproduit dans des milliers de foyers allemands et autrichiens au cours des décennies suivantes, a été documenté par des historiens qui ont étudié la manière dont les familles de vétérans de la Waffen-SS ont traité ou évité de traiter le passé militaire de leurs pères et grands-pères. Des cas comme celui de Werner Christukat, qui reconnut publiquement en 2014 avoir porté pendant 70 ans le souvenir d'un enfant qu'il n'avait pas pu sauver cet après-midi-là, suggère qu'au-delà de l'absence de condamnation formelle, beaucoup de ces soldats anonymes vécurent le reste de leur vie en cohabitant silencieusement avec ce qu'ils avaient vu ou fait, sans que ce poids personnel trouve jamais une voie institutionnelle de reconnaissance, de confession ou de réparation. Même le nombre exact des victimes d'Oradour continue d'apparaître avec de légères variations selon la source consultée. La plupart des archives historiques parlent de 642 personnes assassinées, tandis que certaines sources officielles et plaques commémoratives en mentionnent 643. La divergence, minime en apparence, résume bien le problème de fond qui traverse toute cette affaire. La reconstitution de ce qui se produisit ce jour-là dépend presque entièrement de sources fragmentaires, de listes d'identités incomplètes, de registres paroissiaux partiellement détruits par l'incendie lui-même et du souvenir, inévitablement imparfait, d'une poignée de survivants traumatisés. À cette incertitude statistique s'ajoute la destruction délibérée des preuves par les auteurs eux-mêmes. Dieckmann n'ordonna pas seulement à ses subordonnés de garder le silence la nuit même du massacre. Le village fut entièrement incendié, ce qui détruisit une grande partie des documents,
des registres commerciaux et des objets personnels qui auraient permis une reconstitution plus précise des faits. Lorsque le haut commandement allemand transmit au gouvernement de Vichy la version selon laquelle les civils étaient morts lors d'une fusillade avec des insurgés, il n'existait pratiquement aucune preuve matérielle capable de contredire immédiatement cette version, au-delà du témoignage direct des quelques survivants et de la disproportion évidente entre un prétendu affrontement armé et un village littéralement réduit en cendres. Cette combinaison de silence délibéré, de destruction physique des preuves et de décès précoce des responsables directs constitue, au fond, l'explication la plus simple et la moins satisfaisante de la raison pour laquelle cette affaire continue de susciter des questions 8 décennies plus tard. Il ne s'agit pas d'un mystère au sens d'une inconnue attendant d'être résolue grâce aux bons documents dans les bonnes archives. Il s'agit d'un vide d'information activement construit par ses propres responsables, un vide que ni le passage du temps ni le travail minutieux de générations d'historiens n'ont réussi à combler complètement. Il existe une pièce supplémentaire de ce puzzle qui mérite une attention particulière car elle touche directement au prétexte initial de tout le massacre, ce qui arriva réellement à Helmut Kempf, l'officier dont la disparition fut invoquée pour justifier ce qui se produisit à Oradour. Kempf, commandant du bataillon de reconnaissance blindé de la division, fut capturé le 9 juin 1944 alors qu'il voyageait dans un véhicule militaire allemand camouflé en ambulance, un véhicule qui, en théorie, devait être protégé par les conventions de Genève puisqu'il portait les insignes de la Croix-Rouge. Un groupe du maquis local, dirigé par un sergent nommé Jean Canoux et appartenant à la brigade communiste du colonel Georges Guingouin, l'intercepta à quelques kilomètres de Saint-Léonard-de-Noblat et le remit à Guingouin. Le lendemain, Kempf fut exécuté sur ordre de ce dernier. Jusque-là, les faits semblent relativement clairs. Ce qui est beaucoup plus flou, c'est l'origine de la rumeur précise qui déclencha le massacre. Un informateur non identifié assura aux Allemands que Kempf avait été brûlé vif devant une foule dans un village appelé Oradour. Cette version que Dieckmann tint pour vraie et qu'il cita comme justification directe de son attaque n'a jamais pu être confirmée de manière indépendante. Le corps même de Kempf, lorsqu'il fut finalement retrouvé, ne présentait aucun signe concluant indiquant qu'il avait été brûlé vif. Et il repose aujourd'hui au cimetière militaire allemand de Berneuil, sans que le récit de cette exécution brutale ait pu être prouvé ni entièrement écarté. Cela ajoute une couche supplémentaire et particulièrement perturbante à tout cet épisode. Il est possible que le massacre de 642 personnes ait été déclenché à partir d'une fausse rumeur de guerre ou à tout le moins d'une rumeur non vérifiée transmise par un informateur dont l'identité et les motivations demeurent inconnues à ce jour. Si ce fut réellement le déclencheur, Oradour n'aurait pas seulement été une cible géographiquement mal identifiée, confondue avec la commune voisine d'Oradour-sur-Ver, mais également la conséquence d'un récit de torture et de mort qui ne s'est peut-être jamais produit tel qu'il fut raconté à Dieckmann ce matin-là de juin. C'est, au sens le plus strict du terme, un mystère insoluble. Il n'existe aucun moyen, 8 décennies plus tard, d'interroger l'informateur d'origine, ni de reconstituer avec certitude les informations exactes qui parvinrent aux oreilles du bataillon avant que celui-ci n'encercle le village. La mémoire qui refusa de disparaître. Face à tant de questions sans réponse définitive, il existe un fait qui, lui, est incontestable. La décision de ne pas reconstruire Oradour-sur-Glane. Le général Charles de Gaulle lui-même visita les ruines le 4 mars 1945, à peine quelques semaines avant la fin de la guerre, et soutint l'idée que le village détruit demeure exactement tel qu'il était, transformé en monument permanent. La décision, prise à un moment où la France entière était remplie de villages et de villes bombardées qui, eux, seraient reconstruits au cours des années suivantes, fut exceptionnelle précisément parce qu'elle reconnaissait qu'Oradour n'était pas une simple victime collatérale de la guerre conventionnelle, mais le théâtre d'un crime délibéré contre des civils qui méritait d'être préservé comme preuve matérielle et non comme un dommage à réparer. Un nouvel Oradour fut construit à peu de distance, où les survivants et leurs descendants furent réinstallés, mais le village d'origine resta figé dans le temps. Les voitures calcinées, les machines à coudre rouillées,
les montres arrêtées à l'heure exacte où leurs propriétaires moururent. Au fil des décennies, Oradour devint, avec le village tchèque de Lidis, rasé en 1942 en représailles à l'assassinat de Reinhard Heydrich, l'un des deux symboles européens les plus reconnus de la violence nazie contre la population civile pendant l'occupation, deux noms que la mémoire collective du continent associe immédiatement à l'idée de châtiment collectif poussé à l'extrême. En 1999, le président français Jacques Chirac inaugura un centre de la mémoire près de l'entrée des ruines qui rassemble des objets récupérés parmi les décombres et de la documentation sur les faits et leurs conséquences judiciaires. Parmi les pièces exposées figurent des montres-bracelets arrêtées exactement à l'heure où leurs propriétaires moururent brûlés vifs, des lunettes dont les verres furent déformés par la chaleur extrême de l'incendie et des dizaines d'objets du quotidien, des accoudres, clés, jouets, qui témoignent silencieusement d'une vie domestique brutalement interrompue. 5 ans plus tard, en 2004, le chancelier allemand Gerhard Schröder mentionna explicitement Oradour lors d'une cérémonie commémorative du débarquement de Normandie à Caen, s'engageant à ce que l'Allemagne n'oublie jamais ces atrocités, un geste qui fut alors interprété comme une étape significative, bien qu'encore incomplète, dans la reconnaissance officielle allemande de ce qui s'était produit. Le geste le plus significatif arriva cependant en septembre 2013, lorsque le président allemand Joachim Gauck visita les ruines aux côtés du président français François Hollande. C'était la première fois qu'un chef d'État allemand foulait le lieu de l'un des plus grands massacres de civils commis par son pays sur le sol français pendant la guerre. Robert Ebras, l'un des derniers survivants, participa à cette visite et expliqua ensuite que, bien qu'il n'ait pas reconnu Christoukat parmi les responsables jugés quelques mois plus tard, pour les victimes, tous les soldats de cette journée avaient été littéralement des visages sans identité dissimulés derrière des uniformes identiques. En 2017, alors qu'il était encore candidat à la présidence, Emmanuel Macron visita également Oradour et rencontra Ebra, qui mourrait en 2023 à l'âge de 97 ans en tant que dernier survivant connu du massacre. Ebras, qui avait 19 ans le jour du massacre et qui survécut à la fusillade dans l'une des granges en faisant le mort sous les corps de ses voisins, consacra une grande partie des 7 décennies suivantes à répéter son témoignage devant des écoliers, des journalistes, des historiens et des chefs d'État, devenant la voix la plus constante et la plus reconnaissable de la mémoire d'Oradour. Avec sa mort se referma, de manière définitive et biologique, toute possibilité future d'obtenir un témoignage direct sur ce qui s'était produit ce 10 juin 1944, laissant la responsabilité de préserver cette mémoire entièrement entre les mains des historiens, des archives et des ruines mêmes du village. La manière même dont cet épisode a été raconté au fil des décennies en dit long sur les tensions qu'il continue de susciter. Le journaliste et historien britannique Max Hastings publia dans les années 80 l'un des récits les plus influents en langue anglaise sur la marche de la division vers la Normandie, un livre qui reconstitue avec précision militaire l'itinéraire de Das Reich à travers le Limousin. Bien qu'il ait fait l'objet de révisions et de nuances de la part d'historiens français ultérieurs qui reprochent à certains récits anglo-saxons de l'époque une tendance à se concentrer sur la dimension purement tactique de l'avancée allemande, laissant au second plan l'analyse sociale et politique de la manière dont la société française elle-même traita, divisée, la recherche de justice. La série documentaire britannique Le Monde en guerre, diffusée en 1973, accorda une attention particulière à Oradour, tant dans son épisode inaugural que dans celui de clôture, montrant des vues aériennes des ruines entrelacées de photographies des victimes, contribuant de manière décisive à inscrire le nom du village dans la mémoire collective internationale, bien au-delà des frontières françaises. Sur le plan universitaire, le procès de Bordeaux lui-même a fait l'objet d'un regain d'intérêt au cours des dernières années, revisité par des historiens du droit comme un cas d'étude presque paradigmatique des tensions entre justice rétributive et réconciliation nationale dans des sociétés qui émergent d'une occupation traumatique. Cet intérêt tardif contraste, une fois encore, avec la faible attention que le procès reçut à l'époque en dehors de la France, éclipsé dans la mémoire internationale par des procès ayant bénéficié d'une plus grande répercussion médiatique comme ceux de Nuremberg ou, des années plus tard, l'affaire Eichmann elle-même à Jérusalem. Cette combinaison de sources, le témoignage oral des survivants, la reconstruction historique universitaire,
Le journalisme d'investigation et la production documentaire et cinématographique est celle qui a maintenu vivante la question qui traverse tout ce récit, même lorsque la justice formelle échoua à plusieurs reprises à lui apporter une réponse définitive. Le parcours de la division Das Reich après Oradour est, au fond, l'histoire de deux processus qui avancèrent en parallèle sans jamais se rejoindre complètement. D'un côté, l'usure militaire imparable d'une unité qui combattit en Normandie, dans les Ardennes et en Hongrie jusqu'à se rendre épuisée et décimée en mai 1945. De l'autre, la tentative tout aussi imparfaite de la justice de l'après-guerre d'attribuer des responsabilités individuelles à un crime collectif, une tentative qui finit par se heurter à des subtilités juridiques, à des pressions politiques régionales, à des extraditions refusées et surtout au passage du temps, qui effaça les témoins, les documents et les possibilités de condamnation à un rythme bien plus rapide que celui des tribunaux. Il reste, à la fin, plus de questions que de certitudes. Pourquoi Oradour et pas un autre village ? Dans quelle mesure le massacre fut une erreur d'identification et dans quelle mesure il fut une décision calculée de terreur exemplaire ou un rituel d'initiation pour des recrues novices ? Comment un homme comme Lammerding, condamné à mort par un tribunal français, put mourir de cause naturelle dans son propre lit, entouré du respect d'anciens camarades, sans qu'aucun tribunal allemand ne l'ait jamais jugé spécifiquement pour Oradour. Ce qui arriva réellement à des officiers comme Otto Kahn, dont la trace se perd dans les années 70 sans que personne ne connaisse avec certitude les circonstances exactes de sa mort. Et dans quelle mesure la législation même de l'après-guerre, conçue davantage pour apaiser les tensions internes entre les régions françaises que pour rendre pleinement justice aux victimes, finit par fonctionner comme un mécanisme presque aussi efficace d'impunité que l'absence de preuves ou le passage du temps. Il y a quelque chose de profondément troublant à constater que, parmi les centaines d'hommes qui participèrent directement ou indirectement au massacre, seule une poignée purgea une quelconque peine réelle, et que l'intervalle entre ces condamnations se mesure en décennies. Bordeaux en 1953, Berlin-Est 30 ans plus tard avec l'affaire Barth, et une nouvelle tentative infructueuse à Cologne, 60 ans après les faits, qui s'acheva sans aucune condamnation. Chacune de ces procédures arriva plus tard que la précédente, avec moins d'accusés encore en vie, moins de preuves disponibles et moins de possibilités réelles d'établir toute la vérité. C'est, en un certain sens, une course contre le temps que la justice perdit systématiquement à chacune de ces étapes. Ce schéma, celui d'une justice qui arrive tard, fragmentée et de plus en plus affaiblie par le passage des générations, n'est pas propre à Oradour. Il se répète, avec des variations locales, dans une grande partie des grands crimes commis par les puissances de l'Axe pendant la Seconde Guerre mondiale, depuis les camps d'extermination jusqu'aux massacres à l'arrière, dans les territoires occupés de l'Europe orientale. Ce qui distingue le cas de Das Reich, c'est la netteté avec laquelle il permet d'observer, presque en temps réel et avec des noms et des dates précis, comment chaque rouage de cet échec collectif, la subtilité juridique, la pression politique régionale, la mort opportune des responsables directs, la destruction délibérée des preuves, s'emboîta l'un après l'autre jusqu'à produire un résultat qu'aucune des victimes d'Oradour n'aurait jamais pu considérer comme une justice pleine et entière. Les ruines d'Oradour sont toujours là, exactement comme le feu les a laissées il y a plus de 80 ans, comme si le paysage lui-même refusait de permettre que l'histoire soit refermée sur un faux dénouement. C'est peut-être là, en définitive, la réponse la plus honnête à la question qui donne son titre à ce récit. Ce qui arriva à la division après le massacre. La division fut dissoute. Ces hommes se dispersèrent. Certains moururent au combat à peine quelques semaines après leur crime, d'autres bâtirent des vies prospères et tranquilles à l'ombre de l'impunité juridique, quelques-uns affrontèrent la justice de manière tardive et incomplète, et l'immense majorité, tout simplement, disparut des archives sans laisser la moindre trace de responsabilité. Mais le village qu'ils détruisirent demeure, immobile, comme le rappelle le plus éloquent que certains crimes, même si le temps passe et que les responsables disparaissent sans condamnation, ne se referment jamais véritablement, ni pour ceux qui les ont subis, ni pour ceux qui, des générations plus tard, continuent d'essayer de comprendre pourquoi ils se sont produits.